toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. J'ai envie de vous proposer un tout petit exercice pour démarrer. Euh, on, on a un chat, donc c'est l'idée de l'utiliser. Et j'aimerais bien proposer à chacun d'entre vous de réfléchir 1 minute sur sa définition de l'organisation apprenante, de l'écrire dans le chat et puis faire une sorte de feu d'artifice de définition, c'est-à-dire je vous donnerai un top départ, hein, 3, 2, 1, partez, et on appuie tous sur le bouton et on envoie toutes les définitions possibles sur le chat. Ça vous va comme petite mise en route? Mhm. Voilà, on se donne 1 ou 2 minutes, chacun vous écrivez dans le chat votre définition et je vous donnerai le top départ pour pouvoir envoyer votre définition sur le chat à un tour. Donc, n'appuyez pas tout de suite sur Entrée, je vous dirai quand on le fera. Encore quelques secondes. Alors, 3, 2, 1, top! On voit les définitions qui commencent à arriver. Méthode efficace, organisme humain, des gens qui ont la volonté d'apprendre ensemble, une organisation qui s'organise, partage intelligent et commun de connaissances des apprentissages, apprendre ensemble, des gens qui ont de la volonté d'apprendre ensemble par la controverse et le partage d'idées, une stimulation collective pour l'apprentissage, du partage. Bon, on voit qu'il y a déjà plein d'idées sur la question. Inculquer à ses collaborateurs l'envie d'acquérir de nouvelles compétences, du savoir, collectif, partage, communauté installée en campagne, plus loin que Nantes, après Nantes. Ah bon, il y a un Nantais là qui qui est dans un village là, tranquille. Ok, super. L'idée, je vais faire une présentation de 4 exemples de, de- de communautés qui se transforment en organisation apprenante, hein, pour décrire un petit peu les choses. Et je terminerai par quelques éléments plus de synthèse. Et on aura l'occasion peut-être voilà, de se préparer à des questions pour pouvoir justement pousser un petit peu plus loin la réflexion. Je peux faire le partage d'écran? Logiquement, tu as les. Il faut J'ai qu'on pas les te droits pour donne. l'instant. Non, il faut qu'on te donne les droits tout Ouais, de ouais. suite. C'est bon, ouais. Denis Lestol, moi, il est en présentateur. Il est en présentateur. Alors, j'ouvre. Tac, tac. T'as les droits entre-temps, oui. Est-ce que ça marche? On va te dire. Ouais. Très bien. Ok. Alors, bon, j'ai intitulé ma présentation Apprendre à apprendre ensemble, hein, 4 histoires de communauté d'apprentissage et d'intelligence collective. Et à travers ça, je vais vous évoquer ces 4 communautés, 4 dimensions. Voilà, donc d'abord un partage d'expérience sur 4 exemples de communautés à fort impact. Alors, la première, ça s'appelle La puissance des mamies pour sauver l'Église, hein. C'est une histoire personnelle qui me touche toujours. Une autre, je vous parlerai d'un cercle qui s'appelle le cercle APE, pour apprendre à apprendre ensemble. Une communauté d'innovateurs publics territoriaux, non pas du réseau au rhizome, avec une dimension numérique forte. Et puis une recherche sur les organisations apprenantes que j'ai menée avec Sol France. Voilà, puis je vous proposerai de préparer des questions et puis ensuite d'échanger pour continuer si vous voulez. Alors, peut-être mon
parcours personnel, d'où je pars. Donc je suis chercheur associé à Paris-Nanterre en sciences de la formation. J'ai fait un doctorat en 2010 sur la fabrique des managers et déjà je m'étais aperçu que les managers, les dirigeants apprenaient beaucoup en situation informelle dans des groupes, par friction avec leur équipe. Hein. J'ai décrit leur équipe comme des environnements abrasifs. Ça résiste et ils sont obligés de faire face à ces résistances et de se transformer. Et puis, bon, j'ai exercé différentes fonctions. Et la dernière fonction que j'exerce, c'est celle de directeur de l'innovation et de l'offre de formation à l'association Progrès du Management, qui est une association qui fédère 8500 chefs d'entreprise et qui s'organise dans des logiques de clubs. Donc, tous les mois, des groupes de 15 à 25 dirigeants se retrouvent. Donc, il y a 414 réunions de dirigeants qui, tous les mois, s'organisent en France et ils s'enseignent entre pairs. Donc, c'est un processus assez exceptionnel qui a été développé par Pierre Belon, l'ancien dirigeant de la Sodexo, qui malheureusement est décédé il y a quelques semaines, et qui nous a légué ce magnifique processus pédagogique qui est l'association Progrès du Management. Voilà, vous trouverez beaucoup de... J'écris beaucoup, donc j'écris un blog, j'écris plein de bouquins, et là je vous ai mis les deux dernières recherches-actions que j'ai pu mener. Une à l'Université de l'innovation du Centre national de la fonction publique territoriale, où j'ai exercé, qui décrit un processus de co-design vécu de l'intérieur, et un autre qui décrit ce que j'ai appelé le chercheur collectif, qui est je vais vous raconter l'histoire, mais une trentaine de personnes qui se mettent à apprendre ensemble à faire de la recherche pour comprendre les organisations apprenantes. Voilà pour la présentation, je ne vais pas être trop long. Alors, la première expérience que j'aimerais vous partager, c'est, alors je ne faisais pas du tout ça dans le but de faire de la recherche ou quoi que ce soit, c'était juste que je suis originaire d'un petit village en Languedoc qui s'appelle Saint-Cyst, c'est dans le Haut-Languedoc. Donc si vous venez dans la région, je vous ferai visiter la petite église que vous voyez sur le bouquin, là, qui est un prieuré du XIIe siècle. Et dans ce hameau, vous avez 20-30 habitants qui vivent. Il y a un prieuré qui est très ancien et qui tombe en ruine. Et il y a quelques années de cela en arrière, les grands-mères ont décidé de sauver leur église. Parce que les toits s'effondraient. Enfin bon. Et donc elles se sont mis à faire des gâteaux, des recettes, des confitures, et elles le vendaient à la sortie de l'église. Il y avait un peu de fidèles à l'époque. Hein. Et ces mamies, je me disais comment je peux les aider. Alors je suis allé au-devant d'elles et j'ai collecté leurs recettes de cuisine et également des photos, des, euh, des vieilles histoires qu'elles racontaient des temps anciens. Et avec ça, j'ai écrit un livre de recettes. Et ce livre de recettes, c'est grand-mère. Alors, ce n'est pas un livre qui a été vendu à la FNAC ou sur Amazon. Hein, à l'époque, c'était vendu directement par les grand-mères. Elles en ont vendu 5000. 5000 bouquins à 20 mamies, puisque c'était pratiquement que des mamies hein, dans le village. Donc, elles réunissaient leurs familles, elles vendaient ça à leurs médecins, à leurs aides-soignants, à leurs pharmaciens, aux facteurs. Tout le monde a eu droit à son bouquin. Et c'était extraordinaire de voir comment des personnes qui étaient parfois impotentes, parfois en difficulté de santé, réussissaient à se mobiliser pour sauver leur église. Donc, ça m'a fait réfléchir. Alors, pas sur le coup. Hein, sur le coup, moi, j'avais juste collecté les recettes et puis je les avais mises en forme dans le bouquin. Mais ça a permis vraiment de récupérer de l'argent pour avoir une somme privée qui permet d'obtenir de l'argent public, qui permet d'obtenir des plus grosses subventions. Et ce prieuré a été sauvé, alors pas que par ce bouquin, bien sûr, mais par plein d'autres actions, mais ça y a contribué. Et ça a surtout contribué à resserrer les gens, puisque les photos des personnes, les histoires qui étaient racontées, c'était l'histoire commune. Et ce que j'en ai déduit en matière d'intelligence collective, de communauté, c'était la nécessité d'aller au-devant des autres, de se mettre au service de sa communauté.
Ça, c'était vraiment la première leçon. Et puis de valoriser l'intérêt général, de partir de l'émotion, de la mémoire, de l'action collective, des images qui marquent. Donc c'est aussi de mailler son réseau d'alliances en proximité, hein. Les grands-mères, elles étaient implantées et donc elles ont utilisé tous les réseaux familiaux, professionnels, le club des chasseurs, celui des joueurs de rugby, les cueilleurs de champignons, tout le monde était embarqué. Et donc de ces 20-30 personnes, avec ce noyau dur de mamie, bah, elles ont réussi à sauver leur église, qui existe toujours. Alors, il n'y a plus une seule mamie en vie maintenant, mais ça existe toujours. Et le bouquin continue son chemin, et les gens continuent à venir voir cette histoire-là. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que l'union fait la force. En réalité, hein, c'est bête à dire, ça reste toujours aussi vrai. Une deuxième expérience que je voudrais partager, c'est un cercle d'apprentissage que j'ai eu l'occasion de développer. Bon, j'ai eu l'opportunité de partir au Canada pendant 6 semaines. Je ne connaissais pas les Canadiens et j'ai été accueilli là-bas. Mais j'ai été particulièrement bien accueilli. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais un ami. Alors, je ne les connaissais pas. Donc, je suis resté là-bas 6 semaines et j'ai été allé, accueilli 25 fois à déjeuner, à dîner, 2 fois en week-end. Euh, j'ai rencontré des dirigeants alors que je n'avais pas pris de rendez-vous. Alors en France, c'est pas si facile que ça d'aller voir le dirigeant d'une université ou de rencontrer des dirigeants dans des banques. Et là-bas, j'avais l'impression que les portes s'ouvraient. Et ça s'ouvrait sur la base des questions que je posais. Et puis, j'avais rien à vendre. J'étais juste en exploration. J'étais dans une posture d'exploration, vraiment sincère. Et quand je suis rentré, en France, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire de cette expérience?» Alors, je me suis installé dans un café près de chez moi et j'ai proposé à mes amis sur Facebook, hein, c'est les fameux amis, de voilà, de venir, rencontrer ce que j'avais vécu. Donc je me suis mis un samedi, tous les samedis pendant 2 mois dans ce café et des gens sont venus me voir. Donc il y a une cinquantaine de personnes qui sont venues me voir et en discutant avec eux, on s'est dit: «Tiens, si on mettait en place des cercles d'apprentissage». Donc il s'agissait de cercles, je les ai appelés à l'époque «apprendre à apprendre ensemble». Donc c'était vraiment pas clair, hein, comme promesse, mais sur cette base-là, on a créé plus d'une vingtaine de cercles, 22 cercles, et on a fédéré à travers le monde francophone près de 800 participants. Donc ça, c'est vraiment incroyable, c'est cette idée de partir d'un intérêt commun qui grandit, de s'organiser et puis de faire développer cela. Donc c'est un processus qu'on appelle l'autopoïèse, c'est la construction du groupe par lui-même, à partir d'un défi ou d'un challenge qu'il se donne lui-même, d'un intérêt fort qu'il se donne lui-même. Et puis, dans cette histoire, ben, on a écrit un bouquin, donc on s'est réunis, on était 22 personnes. Alors, ce n'était pas forcément des 22 cercles, hein, mais 22 personnes, on s'est retrouvés et en un week-end, on a produit un bouquin de 170 pages sur une méthode qu'on appelle le libératon ou sprint book. On a fait aussi un hackathon pour créer des idées pédagogiques nouvelles. Et puis, on a créé une association qui existe encore et qui développe maintenant tous les ans un festival national de l'apprendre, donc qui se met au service de toutes les institutions, groupes qui ont envie de développer des événements. Voilà, alors là, je vous ai mis une photo des acteurs, hein, dans le café. Et ce que j'ai retenu de cette leçon, c'était déjà de partir du collectif. Hein, pour susciter 22 cercles d'apprentissage, il faut aller au-devant des leaders. C'est-à-dire, c'est pas soi le leader, hein, c'est les autres. Et c'est de les faire connaître, les mettre en avant. C'est aussi ce que j'avais vu chez les mamies, il y avait cette logique de désintéressement. Toute cette histoire-là, elle est gratuite, hein. Ça se passe dans les cafés, ça se passe chez les uns, chez les autres. Ça se produit dans les bâtiments des administrations, c'est des fonctionnaires, ou dans les entreprises quand c'était des salariés. Donc les gens, ils s'accueillaient mutuellement. Et toutes les semaines, bah, ils échangeaient entre eux sur comment apprendre à apprendre ensemble. C'était ça leur objectif. Donc ça nous a enseigné de façon un peu spontanée ce que j'appelle aujourd'hui la facilitation.
facilitation en intelligence collective, c'est-à-dire d'écouter les autres et de partir des émergences. Voilà, donc on se situe dans une logique du don contre don. C'est la logique de Marcel Mauss, où on donne à la communauté et on ne sait pas ce qu'on va recevoir un jour, mais il y a quelque chose qui revient à un moment donné. Un des principes que j'ai découvert aussi à travers cette action, c'est l'idée de communauté inclusive. Voilà, donc on n'a pas eu 800 participants un jour, hein. On avait les gens qui venaient, qui comprenaient ou qui ne comprenaient pas, qui restaient. Et donc ce qui est important, c'est d'accueillir les nouveaux venus avec énergie. Et donc là, quelque chose de très important, c'est pas l'individu nouveau qui doit s'adapter au groupe, c'est le groupe qui doit faire des efforts pour inclure le nouveau. C'est contre-intuitif, parce que souvent on a une culture où le bisu, le bleu, le nouveau, il doit faire ses preuves. Là, pas du tout. Le nouveau, c'est un leader potentiel, et donc il est extrêmement important de mettre de l'énergie dans son accueil. Donc c'est de lui donner des responsabilités très vite, donc de co-faciliter un groupe, et puis c'est de créer des rituels pour qu'à un moment donné, il y ait du plaisir à se retrouver, hein. Il y a de la commensalité. Le mot commensalité, c'est vraiment important, c'est de la convivialité, c'est de la fête, c'est quelque chose de joyeux. Et puis, c'est aussi une expérience humaine, une aventure à vivre. C'est contrairement à un programme de formation, apprendre à apprendre ensemble, où on aurait le premier jour ça qui est fixé, le deuxième ça, le troisième ça, avec des contenus définis, des formateurs experts. Là, c'est chacun d'entre nous qui était le formateur des autres. Et donc, c'est d'aller chercher les talents et d'être des explorateurs du groupe et de soi-même. C'est ça l'idée. On a aussi limité le formalisme organisationnel. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'il fallait qu'on crée une grosse association. Et finalement, on a juste créé une toute petite association avec quelques membres pour traiter les aspects juridiques, mais on ne voulait pas des grosses associations où les 800 membres soient présents. On voulait juste un tout petit groupe pour ne pas avoir de lourdeur. On valorisait plutôt ce qu'on a appelé l'axiocratie. C'est celui qui est dans l'action, qui est le leader quelque part, hein. Et les membres du bureau de l'association, leur job, c'était d'aider les leaders à se développer. Alors ça, c'est une expérience que j'ai menée avec tous les gens que vous voyez sur place, hein, qui sont depuis restés des amis avec lesquels on est en lien très étroit, qui créent de l'émotion, qui créent du lien, qui crée une forte valeur ajoutée. Et j'ai eu envie de passer du monde associatif au monde de l'entreprise dans lequel je travaillais. Donc j'ai réinvesti un petit peu ces apprentissages au CNFPT, c'est l'endroit où je travaillais à l'époque, qui est le Centre national de la fonction publique territoriale. Donc j'exerçais là-bas des fonctions de directeur de l'ingénierie. Et mon envie, c'était de partager cette expérience et peut-être de la proposer. Donc, j'ai commencé à travailler sur la création d'une communauté d'innovateurs publics. Donc, de la même façon que j'avais vu avec les grands-mères ou avec les Québécois, c'est s'intéresser aux autres, c'est discuter, c'est de passer beaucoup de temps à dialoguer, c'est comprendre ce qui se met en place. Et puis, assez rapidement, c'est d'imaginer des ateliers, des pratiques où j'ai commencé à structurer des choses en matière de facilitation, de design. C'est de créer des vidéos pour recruter des innovateurs, donc qui mettent en valeur ces innovateurs. C'est d'alimenter une plateforme sur laquelle on met des ressources. Alors, il ne faut pas attendre des débats, des forums et des choses comme ça sur une plateforme. C'est un point d'appui. Mais malgré tout, plus le nombre de personnes augmentait, plus il y avait des débats, des échanges, et on a commencé à faire un hackathon. Donc on a travaillé pour faire un hackathon, pour découvrir des pédagogies numériques. Puis les collègues qui ont fait ce hackathon ont fait vivre des choses à des intervenants. Et puis on a lancé des communautés thématiques progressivement sur différents types de métiers. Et finalement, on diffusait une culture où explorer, faire du design participatif, vivre en communauté, étaient des éléments qui remplaçaient des traditionnelles pratiques d'ingénierie où l'un pense et puis les autres exécutent.
Alors, on a commencé à avancer là-dessus et puis on a créé une université de l'innovation. Heu, voilà, c'était une première université. On avait une centaine de participants inscrits et c'était bien, mais c'était très descendant. C'est-à-dire que les innovateurs en chef expliquaient aux autres ce qu'ils faisaient, puis les autres écoutaient et disaient: «Ah, c'est bien». C'était pas satisfaisant. Donc ce qu'on a imaginé, c'était le dernier jour de cette convention, on a fait déraper le truc et on a pris en main le programme. On a changé le programme en cours de route et on a créé des ateliers d'accélération de projets qui partaient des problématiques des gens eux-mêmes. Et ça a été un succès énorme, ce qui fait que sur cette base-là, de partir des problèmes concrets des gens, on est passé d'une université d'innovation où on avait 100 personnes qui venaient de façon un petit peu sympathique à une université de l'innovation où on a eu plus de 2000 participants et 450 co-organisateurs, hein, puisque ça s'est fait en 4 ans, hein, 100 personnes, 150 personnes, 1000 participants, 2000 participants. C'est devenu un événement repère euh, au CNFPT, hein, dans l'organisme où j'étais, et on a énormément travaillé à diffuser des pratiques d'innovation publique collaborative en partant des problématiques des gens. Et donc, pourquoi 450 co-organisateurs sur la dernière session? C'est que il s'agissait de se former à la facilitation, se former au co-design, se former à la conduite de projet, à l'organisation. On a créé également un MOOC qui était un MOOC d'apprentissage pour ceux qui se préparaient à venir à cette université d'innovation. Et donc finalement, on a créé un écosystème complet de transformation, d'innovation territoriale. Et bon, moi, je suis parti à ce moment-là, juste au départ d'un nouveau projet qui s'appelle toujours Riposte créative territoriale. Donc, c'était le moment du Covid. Et ce moment-là a été un moment où finalement tout s'est mis en place en ligne. C'est pour ça que je parle de rhizome numérique. C'est que toutes les 2000 personnes là, que nous avions accueillies, formées, ces 450 organisateurs, ont pu localement, dans toute la fonction publique territoriale, par petite équipe, créer des éléments pour faire face au Covid. Et ils étaient fédérés en ligne par cette logique de rhizome. Je distingue le réseau du rhizome, hein. Le réseau, c'est assez organisé, ça peut être centralisé. Le rhizome, c'est un peu comme les patates, vous savez, ça pousse un peu dans tous les sens, même si ça a une base ADN commune. Voilà, troisième expérience qui transforme littéralement non seulement une organisation, mais qui probablement dissémine dans la fonction publique, hein, puisque ça c'était le champ global, des pratiques d'innovation collaborative. La quatrième expérience que je voudrais vous partager, c'est le chercheur collectif de Sol France. Donc, Christian a cité Regina, qui pousse et qui promeut énormément l'organisation apprenante, hein, chez Sol, qui exerce là des responsabilités importantes. Et l'idée, ça a été de se dire, euh, l'organisation apprenante, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc on a fait un projet, on a créé un projet où on a réuni des passionnés d'apprenance. Alors pour moi, l'apprenance, hein, c'est le désir d'apprendre, hein, c'est l'attitude favorable à l'acte d'apprendre, hein. C'est pas le processus d'apprentissage en tant que tel, c'est l'attitude favorable à l'acte d'apprendre. Et donc on s'est réunis, 32 membres, alors là vous en voyez quelques-uns sur la photo, et on a appris ensemble à faire de la recherche. Donc il ne s'agissait pas d'une posture où moi, en tant que chercheur, je disais aux autres ce qu'il fallait chercher, mais c'était un processus maïeutique pour explorer, à partir des personnes, de ce qu'elles savaient, de qui elles étaient, comment les organisations apprennent. Donc, on s'est organisé et ça a pris 100 à 150 heures de temps, hein, sur un an et demi, ce qui est considérable, hein, puisque tout le monde vient bénévolement, euh, et que les personnes mènent beaucoup bien d'apprentissage. Alors, ils ont appris l'entretien, comme le fait un chercheur. Alors, c'est très, 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 très fort parce que quand vous êtes consultant, coach, DRH, manager très expérimenté, que vous menez un entretien de recherche, vous vous apercevez que vous ne saviez pas écouter. Et pour des gens qui ont 50 ans et ils disent mince, alors je suis passé à côté de trucs. En fait, un entretien de recherche,
vous retranscrivez au mot à mot un enregistrement vocal d'un interlocuteur. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on croit entendre des choses et que pour de vrai, on n'a pas tout bien compris. Donc cet apprentissage-là, par exemple, a été extrêmement fort. Ou un apprentissage de mener une expérience ethnologique, c'est-à-dire observer un groupe de gens dans un train ou dans une réunion de famille. Et comme Lévi-Strauss ou un anthropologue qui observe une tribu un peu bizarre, bah, c'est l'idée de se dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je crois voir en matière de symboles, de rituels, de mouvements, de couleurs, de codes. Et donc d'essayer de décrypter ça et d'apprendre à observer. Donc on a appris, on s'est construit nos outils d'observation et de recherche. On a également appris un logiciel, Iramutech, qui est un logiciel du CNRS pour qualifier les expressions verbales. Et on est parti enquêter, et on a enquêté une soixantaine d'entreprises. Donc c'est vraiment une recherche en émergence, constamment co-construite. Hein. Pour de la recherche, c'est assez novateur. Je ne connais pas beaucoup comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a d'abord créé le chercheur collectif. Donc on s'est appuyé sur les 5 principes de Peter Senge sur l'organisation apprenante, hein, la vision, la discipline personnelle, l'approche systémique, l'apprentissage en équipe, et puis les dispositions mentales. Et ces 5 disciplines, on les a appliquées dans le chercheur collectif. Donc, la deuxième étape, ça a été de combiner une enquête qualitative. Donc, on est allé voir une soixantaine d'organisations, des petites, des grandes, et puis une enquête plus quantitative. Ensuite, j'en avais l'expérience précédente, on a fait un week-end d'écriture et on a écrit en intelligence collective à peu près 200 pages. Quoi, hein. En 2 jours, 20 personnes, vous pouvez écrire 200 pages avec un peu de méthode. Donc ça, c'est une accélération du processus de production qui est assez extraordinaire. Alors derrière, il y a un petit peu de boulot de réécriture. Hein. On a peut-être passé 10-12 jours en plus de boulot derrière, mais le plus gros du boulot est fait pendant le week-end d'écriture. Et puis on a créé un événement, Great Place to Learn, pour valoriser un petit peu tout ça. Et on a produit, on est en train de finaliser une matrice de l'apprenance qui ont du sens basée sur de la recherche et sur ce que nous avions appris. Pour vous donner 3 effets de ce qu'on a observé de l'apprenance collective dans ces organisations. Tout d'abord, donc on a fait cette recherche en plein Covid. Hein, donc le premier enseignement, c'est l'augmentation de la résilience. La deuxième vision qu'on a eue, c'est la facilitation au quotidien. On est tous facilitateurs. Et puis une troisième, c'est ce que j'appelle la transformation opportuniste. Alors si je détaille un peu, l'augmentation de la résilience, l'apprenance collective, ça va participer à la résilience des organisations. Donc on est obligé de s'adapter. Et il y a un processus en U tel que proposé par Otto Scharmer qui se met en place. Alors, le processus en U, c'est d'une part, vous avez du lâcher prise, et de l'autre côté, vous avez du laisser advenir. Et cette résilience, c'est un meilleur laisser advenir. Ça va aussi permettre de trouver des ressources dans le collectif au-delà de la capacité individuelle à faire face. Ça augmente son pouvoir d'agir. Et puis, apprendre ensemble, ça permet de résilier, c'est-à-dire de se projeter collectivement à partir d'initiatives collectives. Voilà, donc là, il y a la crise augmente l'apprenance collective dans ce que nous avons pu voir avec des tas d'exemples, hein, d'appui mutuel entre collègues pour faire face avec son logiciel, de managers qui se surpassent pour trouver des solutions à des systèmes ou des VPN pas prévus pour. Une deuxième dimension, c'est la facilitation au quotidien. Donc là, on a failli pratiquement dire on a une 6e discipline. Peter Senge, qui a écrit l'ouvrage à 5 disciplines, on s'est dit il a peut-être oublié la facilitation, mais c'est peut-être pas une discipline supplémentaire, mais c'est peut-être une condition de survenance des autres, dans lequel on a distingué ce que j'appelle d'abord la facilitation ordinaire. Donc c'est vraiment l'appui de proche en proche au poste de travail. J'aide mon collègue, je facilite la vie à mon chef, voilà, donc j'établis des relations de qualité. Une deuxième, c'est ce que j'appelle la facilitation managériale, donc c'est la haute qualité relationnelle que met le manager à faire en sorte que l'équipe fonctionne, il se met au service de son collectif. Puis, on a distingué aussi dans cette période de la facilitation professionnelle, donc ça c'est des facilitateurs de métier qui viennent et qui vont aider
à faciliter des processus complexes et à faire émerger des visions. Et quelque chose qui était plus nouveau, qu'on a distingué, qu'on a appelé de la facilitation organisationnelle, c'est-à-dire des entreprises qui laissent s'ouvrir des espaces de dialogue, des projets, des objets organisationnels dont vont se saisir les collaborateurs pour innover et pour faire face à ce qu'ils vivent. Voilà, donc il y a une sorte de continuum entre le collaborateur à son poste, le manager, et puis les dirigeants qui essayent de faire en sorte que ça soit fluide dans l'organisation. Donc l'organisation apprenante, il y a une part de fluidité, de circulation des savoirs qui opèrent, qui passent d'un individu au collectif, du collectif à un individu, du formel à l'informel, de l'informel au formel. Voilà, donc il y a cette idée de transformation opportuniste. Donc c'est vraiment l'idée de dialogue, de situation d'apprentissage possible, de conscience des dons et contre-dons organisationnels, d'une approche où on va saisir les opportunités, c'est-à-dire qu'est-ce qui se présente et qu'est-ce qu'on peut en faire, et on voit apparaître des comportements organisationnels nouveaux, et donc des apprentissages organisationnels émergents, dont l'organisation apprend, et là on l'a vu particulièrement fort à travers cette crise. Voilà, par exemple ici, il y a constitution de tiers-lieux dans l'établissement, je travaille sur 2, le cercle des managers, et comment on embarque les managers sur des vrais sujets managériaux de transformation. Alors, si je résume ce que j'ai appris moi de ces différentes expériences, développer de l'intelligence collective dans une organisation apprenante, ça passe par 4 étapes et 3 libérations. Les étapes, c'est d'abord de préparer les conditions favorables, donc il y a beaucoup d'écoute, de soins aux autres. Ensuite, c'est d'identifier une question authentique, c'est-à-dire que on entre dans du collectif ou je concède du temps à du collectif que si j'ai une vraie question, quelque chose qui me touche, hein, pas quelque chose, c'est pas juste il faut faire plus de profit, ça suffit pas. C'est quel est le sens profond de ma mission. Ensuite, j'ai noté qu'un événement marquant qui rassemble les personnes, qui crée une émotion partagée extrêmement forte, ça c'est quelque chose qui est essentiel. Et puis se mettre en mouvement ensemble. J'ai toujours en tête ce que me dit mon prof de Qigong, il me dit l'inverse de la tristesse, c'est pas la joie, mais c'est le mouvement. Donc c'est vraiment se mettre en mouvement, et ça crée une énergie terrible. Et ces étapes, elles sont balisées par 3 libérations. La libération de la parole, du collectif et du futur. Et là, j'ai mis toutes les méthodes que j'avais utilisées au fur et à mesure des différentes histoires que je vous ai racontées, qui sont des méthodes d'intelligence collective qui vont favoriser ces différentes étapes. Alors ça va du forum ouvert au cercle de dialogue, au World Café. J'imagine que vous connaissez une bonne partie de ces choses-là, mais c'est vraiment l'idée de les utiliser par étapes pour pouvoir avancer. Voilà un petit peu les éléments clés. Peut-être avant de poursuivre, j'aimerais bien vous proposer de prendre un temps de réflexion et de questionnement. Peut-être que chacun prenne 2-3 minutes et au bout de 2-3 minutes d'écrire un petit peu les questions qui se posent. Est-ce que ça vous va comme je vois pas beaucoup de visages, je sais pas. Alors là, logiquement, on est revenu en galerie, donc si tout le monde est OK. Bon, alors l'idée, c'est prendre 2-3 minutes par rapport à tout ce que je vous ai dit, et peut-être des questions d'éclaircissement ou des questions pour aller plus loin. Ça serait le moment des questions.
les photos. On va attendre qu'il y ait 2-3 questions dans le chat avant d'échanger. Encore une ou deux questions avant de commencer à répondre. N'hésitez pas à poser un maximum de questions. Ouais, je vois qu'il y en a quelques-unes. Je vais commencer à proposer des réponses. Alors, vu de mon point de vue, toujours. Hein. Alors, est-il toujours nécessaire d'avoir une communauté de départ? Alors, c'est une bonne question. Je dirais qu'il y a deux stratégies par rapport à ça. Soit vous commencez avec un petit groupe de personnes extrêmement soudées sur l'intérêt. C'est une stratégie du faible nombre et de la qualité. Et vous construisez progressivement un premier cercle. Donc, c'est le noyau ADN quelque part, hein, le noyau fort. Et ça va permettre d'avoir une base de travail qui permet d'être très fluide, de partager vraiment des valeurs fortes. Donc ça, c'est vraiment un point possible. Ou alors, on peut aussi imaginer partir sur des logiques de grand nombre. C'est-à-dire que vous avez 10, 100, 50, 1000 personnes et vous vous dites sur la masse, vous en allez avoir quelques-uns qui vont collaborer. Moi, je préfère la stratégie du petit nombre et de la très haute qualité qui s'engage et qui va donner de l'énergie aux autres. Vous voyez, cette énergie, elle est communicative d'une petite équipe noyau dur qui va vraiment embarquer les autres. J'ai plutôt observé ça comme mode de fonctionnement le plus efficace. Donc, commencer à construire une petite équipe apprenante, et puis partager des premiers succès et faites grandir. La notion d'implication dans la communauté organisation apprenante, alors souvent on peut avoir le risque de confondre des communautés de clients, et on parle là de community management où on gère des grands nombres, des clics, des indices de réputation avec des likes et des machins comme ça, avec un petit groupe qui a une haute vision. Vous voyez, les mamies du village, elles avaient une haute vision, elles voulaient sauver leur église. Donc il n'y avait pas d'autre solution que sauver leur église, c'était ça. Donc l'objectif est clair pour tout le monde. À partir du moment où l'objectif est clair, l'implication, elle est forte. Donc ça, c'est sans arrêt travailler sur quelle est la finalité de la finalité, quoi. Et c'est là que les choses se mettent en place et s'ajustent assez spontanément. Dans le deuxième exemple, l'implication, elle se fait par l'intérêt, c'est-à-dire il y a de la curiosité. Les 800 personnes qui sont venues rejoindre ces cercles d'apprentissage, ils sont venus par curiosité. Il y avait des vidéos de leaders qui étaient mis en avant pour recruter leur petit groupe localement, mais il y avait cette idée d'avancer en meute, c'est-à-dire que dès qu'un leader crée un cercle d'apprentissage, tous les autres diffusaient sur les réseaux sociaux, encourageaient, envoyaient des ressources et donnaient le sentiment qu'on était un nombre immense. Et plus ce sentiment était grand, plus les gens se disaient mais il se passe un truc là, il faut qu'on vienne. Et on crée la dynamique de cette façon-là. Voilà. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut faire entrer des personnes dans cette communauté une fois le processus enclenché? Alors oui, c'est un principe d'entrée et sortie permanent. Hein. Là, je repense à la 4e communauté
du chercheur collectif qu'on a monté avec Sol France, on part d'un principe de ce que j'appelle moi une communauté restauratrice plutôt qu'une communauté rétributrice. La communauté restauratrice, elle vise à créer du lien de qualité en permanence et donc d'associer toutes les personnes qui ont un moment du temps et de l'énergie à apporter. Donc on n'est pas du tout dans une logique hiérarchique où le chef attend qu'un tel et un tel produisent des résultats. On est vraiment dans l'acceptation du don de la personne. Donc, quand une personne nouvelle arrive, on va essayer de la mettre en situation de responsabilité, de lui proposer qu'elle agisse pour le bénéfice du collectif, et donc elle a toute sa place. Et si elle veut partir à un moment parce qu'elle n'a plus le temps, elle a d'autres contraintes, d'autres enjeux, c'est pas un problème, il n'y a pas à la stigmatiser euh, ou la rejeter. Par contre, pour que ça fonctionne, ce processus d'entrée et sortie permanent, il faut bien installer un processus de bonification continue. C'est-à-dire que le dernier qui arrive, il a pour mission de faire grandir ce que les autres ont déjà fait et non pas de les critiquer ou ou de les casser. Donc c'est vraiment très important d'installer cette culture où ce qui existe, c'est déjà bien, c'est le mieux qu'on pouvait obtenir et donc il faut l'améliorer. Voilà, c'est ça la base de l'entrée-sortie permanente, c'est de dire je détruis pas, je casse pas ce qui existe avant, mais euh, je l'améliore. Voilà. Alors après, il y a une question sur la facilitation organisationnelle passe par la création libre de communautés de pratique, mais cela nécessite toujours un temps accordé aux salariés managers et non managers pour leur permettre d'essayer d'agir. Autrement, ce temps n'est jamais clair, sauf chez Google, 20% du temps. C'est vrai que le temps est important et il y a certaines fonctions qui autorisent plus ou moins de se dégager du temps. Lorsque je travaillais dans la fonction publique territoriale et qu'on a travaillé sur cette communauté d'innovateurs, euh, moi j'ai vécu un truc incroyable, c'est qu'on avait des gens qui prenaient des jours de congé pour venir participer à cette communauté. Bon, c'était pas tout le monde, hein, mais des gens prenaient des jours de congé parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se dégager du temps. Donc il y avait quelque chose pour eux qui avait de la valeur. Donc, quand il y a de la valeur, on peut trouver des ressources et des moyens, mais pas toujours. Donc, je pense que oui, laisser un peu de temps pour que les collaborateurs échangent les uns avec les autres. Il y a un exemple très connu chez Xerox. Vous connaissez peut-être cet exemple où on a interdit à des techniciens des pauses café qu'on jugeait trop longues. Ils prenaient leur café entre techniciens et ça durait des heures. Et ça a agacé la direction qui a dit ça suffit, ces pauses café trop longues. Et il y a eu une incidence très importante, c'est que le taux de panne dans les mois, les années à suivre, s'est dégradé. Il y a eu de moins en moins de réparations de qualité. Et ils ont fait venir un sociologue pour essayer de comprendre, et ils se sont aperçus qu'en resserrant tellement le temps sur des temps réputés utiles, qu'ils n'avaient pas perçu que ces temps d'échange informel devant la machine à café, c'était des moments où ces techniciens, bah, ils frimaient un peu, ils disaient ouais, moi j'ai rencontré une super panne, voilà comment je m'y suis pris. Et en fait, ils buvaient pas simplement du café, ils s'apprenaient mutuellement des choses. Et donc, quand l'organisation resserre, eh ben, il peut y avoir ces interstices organisationnels, euh, ils se perdent et il y a des apprentissages qui circulent plus. Donc oui, il est important d'avoir du temps, d'avoir un petit peu de temps, mais on n'est pas toujours obligé d'attendre l'autorisation de l'organisation. Dans un certain nombre de cas, on peut trouver des interstices et intégrer des petits moments dans des fins de réunion, intégrer des boucles de réflexivité un petit peu partout, tout le temps, pour apprendre collectivement. Qu'est-ce qui est clé pour permettre l'émergence d'une culture de l'apprenance dans une équipe? Alors, c'est vraiment, à mon avis, le premier maillon de transformation. Le premier, la première chose dans une équipe, c'est la qualité relationnelle, bien sûr, entre les personnes. À un moment dans mon équipe au CNFPT, j'avais un chercheur, un docteur en anthropologie. Il avait vécu 6 ans avec les aborigènes australiens. Et moi, ce qui m'étonnait, c'est que les aborigènes australiens, ils ont plus de 40 000 ans d'histoire, hein,
et ils ont vécu la colonisation, ils ont été, comme les Indiens d'Amérique, dispersés, humiliés, détruits, et pourtant ils existent encore. Et je lui dis: «Mais comment ça se fait qu'ils existent encore et qu'ils n'ont pas disparu, comme beaucoup de peuples premiers?» Et il me dit: «Bah, une communauté, c'est simple, c'est des gens qui boivent ensemble, qui chantent ensemble, qui dansent ensemble, qui dessinent ensemble, qui ont des activités, artistiques, culturelles, ensemble». Donc la première chose, c'est de créer, de la présence mutuelle, de l'accueil de la différence des autres, pour que l'équipe se mette en place. Ça, c'est un premier temps. Et puis après, c'est d'apprendre à connaître les besoins des autres et de ne pas attendre que l'autre exprime son besoin pour aller au-devant et l'aider. Donc c'est cette logique, où on va au-devant des besoins des autres. Puis après, quand on va bien au-devant des autres, on connaît leur place, leurs forces, leurs faiblesses, se développe quelque chose qu'on appelle la mémoire transactive. La mémoire transactive, c'est, cette mémoire où, on sait qui c'est quoi dans l'équipe. Vous voyez? Heu, Imaginez un peu comme un couple. Dans le couple, il y en a un qui sait où sont garés où sont rangés les papiers de la voiture et l'autre sait où sont les clés. Et en fait, chacun sait que l'autre sait. Et donc, ils partagent des tâches comme ça. Et dans une équipe, c'est un peu pareil. Chacun sait qu'un tel, il est plus fort sur l'informatique, un tel, il est plus fort sur des process, un tel, il est plus fort sur la créativité. Donc, cette mémoire transactive, c'est du savoir partagé dans l'équipe. Et progressivement, on apprend à repérer ce savoir partagé et à se mettre en mouvement collectivement pour agir. Voilà, donc on le fait grandir. C'est aussi des temps de régulation relationnelle où on se dit qu'on ça va pas. C'est des temps où on s'accorde régulièrement, systématiquement, des temps de réflexivité, hein. Vous avez l'université Motorola qui est intégrée, comme organisation apprenante, disait: «Il faut tout le temps se poser 3 questions, à chaque situation. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui m'a étonné? Et qu'est-ce que je vais faire de ça?» Et avec ces 3 questions, répétées après chaque réunion, après chaque projet, après chaque moment fort, bah, l'équipe, elle peut progresser. Voilà, donc ça, c'est du temps progressif pour que l'équipe apprenne. Et puis, c'est d'identifier dans les projets qu'est-ce qui va être apprenant, quoi, hein, comment on va tirer les choses. Alors, le risque, du leader et que tout s'arrête à son départ, d'où l'importance d'essaimer, de distribuer le pouvoir et un peu comme dans une blockchain. Bah, je suis bien d'accord. Moi, je crois qu'il y a une idée de leadership partagé, c'est-à-dire, moi, je distingue 3 choses, hein, le leader, le leadership et les actes de leadership. Souvent, on met tout sur le leader, quoi. Alors qu'en fait, des actes de leadership, c'est celui qui apporte de la nouveauté, qui tire les personnes, hein. Je parlais tout à l'heure d'axiocratie. C'est le chef, c'est l'action quelque part. Donc, c'est celui qui fait un acte de leadership qui embarque le collectif. Et du coup, c'est comment on apprend à se mettre au service de celui qui a le plus d'énergie, le plus de vision, indépendamment de sa capacité hiérarchique, hein. Et le vrai leader, c'est celui qui va aider ceux qui ont des actes de leadership à produire, eh bien, à les produire au meilleur de ses possibilités. Et cette idée-là, bah, ça signifie que le leadership, c'est plutôt une énergie qui circule dans le groupe, hein, qu'on ne voit pas forcément et qui apparaît en fonction des situations. C'est comme l'électricité, quoi. Ça circule dans les murs des maisons, on la voit pas, mais elle est là. Et donc le leadership, c'est cette énergie à circuler et à activer. Voilà, bah, dites-moi si je suis pas clair, hein, dans mes réponses. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la notion de libérer le futur? Alors, pour moi, ça, c'est une notion qui est importante et qui vise à construire ou reconstruire des imaginaires. Souvent, on dit: «On peut pas motiver les gens». Oui, on dit: «Ouais, on peut pas les motiver». Bah, je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. J'ai toujours en tête cette citation de Saint-Exupéry qui dit: «Si vous voulez qu'un groupe construise un bateau, donnez-leur le désir de la mer. Après, ils vont le fabriquer tout seuls, le bateau». Donc, l'idée de libérer le futur, c'est l'idée
de produire des conditions où les imaginaires vont se libérer, se mettre en mouvement. C'est ça la libération du futur. Donc c'est beaucoup de processus de vision, de rêve éveillé. C'est des techniques de visioning où on se rassemble. Et donc là, j'ai plein de méthodes et de techniques là-dessus qui permettent de construire des rêves collectifs. Et ces rêves collectifs vont faire en sorte que chacun va pouvoir y puiser ses propres sources de motivation. Le défi dans un monde d'accélération est de prendre du temps pour aller vite. Ouais, alors, c'est effectivement comment on peut se ralentir et jouer à des temporalités plus lentes. Les temporalités relationnelles vont beaucoup plus lentement que la réalisation de tableurs Excel. Hein. Moi, j'ai beaucoup souffert quand je travaillais dans la fonction publique territoriale parce que j'avais un patron gestionnaire et lui, il visait à travers tableau Excel, jalons, étape A, étape B, lot sous lot de projet, chef de projet, etc. Donc je devais faire ce boulot-là. Et en parallèle, donc ça, je faisais ça souvent le soir et le week-end. Et en parallèle, ce qui me prenait le plus de temps, c'était de contacter les gens et de trouver des alliés et de parler avec eux pour que les intérêts s'alignent le plus possible. Donc, oui, il faut aller vite, mais voilà, il vaut mieux prendre le temps aussi de construire ses relations avec les autres, de trouver des alliances à différents niveaux hiérarchiques et pour pouvoir construire des choses. Je ne suis pas arrivé avec les collègues à monter une université à 2000 personnes qui coûtait de l'argent, de l'investissement, simplement sur ma bonne mine. Hein. Il fallait vraiment que ça produise des effets importants. Et donc, c'est en créant des alliances avec beaucoup de monde que tout d'un coup, ça s'est installé comme une évidence et c'est devenu un moment incontournable. Alors, la question n'est pas de les motiver, mais plutôt de leur permettre de nous libérer, donc de libérer l'entreprise. Tout à fait, oui. Il y a cette idée de l'intention sur autrui. Quand on a une intention sur autrui, on ne crée pas de liberté d'agir. Donc, installer de l'autorité, c'est installer du pouvoir d'agir chez les autres. Vous avez de l'autorité sur une situation, même quand vous n'êtes pas chef, quand vous augmentez le pouvoir d'agir des autres. Quand vous augmentez le pouvoir d'agir des autres, eh bien, les autres vous le rendent d'une certaine façon. On dit c'est grâce à lui que j'ai pu faire ça. Et la meilleure façon d'augmenter le pouvoir d'agir des autres, c'est d'apprendre ensemble. C'est quand on développe de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences, de nouvelles capacités d'action. Là, on développe son pouvoir d'agir. Donc, pour moi, un manager, il doit avoir un rôle de facilitateur, un rôle de formateur, un rôle d'accompagnateur pour pouvoir justement avancer. Voilà pour répondre à ces questions. Alors peut-être je peux aller vers la conclusion, ce qu'il est 10h. Est-ce que c'est OK pour avancer? On va essayer. Oui. Ouais, d'accord. Alors, hop. Qu'est-ce que je voulais mettre en... Voilà. Je voudrais vous lire un dernier un poème qui m'inspire, qui a guidé ma conduite sur la capacité de s'engager en tant que manager. Voilà, c'est un poème de Antonio Machado. Caminante no hay camino. Voyageur. Le chemin, c'est les traces de tes pas, c'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Le chemin se fait en marchant et quand tu regardes en arrière, tu vois le sentier que jamais tu ne dois à nouveau fouler. Voyageur, il n'y a pas de chemin. Rien que des sillages sur la mer. Tout passe et tout demeure. Mais notre affaire est de passer en traçant des chemins sur la mer. Pour moi, ce poème, il renvoie à l'idée qu'on fait notre chemin hein, dans une communauté, dans une organisation, qu'on s'engage. Ça renvoie à l'idée aussi de Francisco Varela qui parle d'énaction ou de cognition incarnée, c'est-à-dire que on apprend chemin faisant. C'est dans l'action, dans le mouvement qu'on apprend.
et mettre des projets, des défis, des situations imprécises pour les personnes qui sont en train d'apprendre et de se mettre en danger, en train d'apprendre collectivement, c'est un des moteurs les plus puissants de l'humanité. C'est de dépasser les choses, de le faire ensemble et puis progressivement de construire ces réponses. Donc elles ne sont pas bâties par un formateur tout seul, mais elles sont bâties par le collectif au moment où les situations se présentent. Voilà, je voulais vous lire ce poème en guise de conclusion et puis rappeler quelques points clés de ce que j'ai découvert. D'une part, c'est se poser une question authentique. Donc ça, c'est vraiment le point clé. Ensuite, c'est rassembler un groupe d'acteurs localement engagés. Au départ, on n'est pas forcément des milliers, hein, quelques 5, 4, très motivés, très concentrés sur leur objectif. Ensuite, c'est préparer et vivre ce que j'appelle une expérience irréversible de coopération créative. C'est-à-dire, à un moment où vous avez un flux d'énergie qui circule dans le groupe tellement fort que vous dites c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie et non pas simplement travailler. J'ai juste envie de vivre cette émotion extrêmement forte d'action qui s'enchaîne avec une sorte de grâce, hein, comme l'élégance d'un chat qui retombe sur ses pattes, qui avance. C'est plutôt aussi apprendre ensemble plutôt que les uns à côté des autres. Et puis, si on souhaite amplifier la transformation de son organisation, de sa communauté, et tout cela avec intelligence collective, c'est de démultiplier des tests jusqu'à ce que 10% d'une population permette d'atteindre un point de bascule. Il faut à peu près 10% pour atteindre un point de bascule. Et donc, c'est de démultiplier des tests, d'accepter l'erreur. On a droit à l'erreur. J'ai fait plein d'erreurs. Mais de le faire avec honnêteté et professionnalisme le plus possible. Voilà les points clés que je voulais partager sur cette présentation. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore quelques questions, quelques rebonds, quelques envies de... Merci Denis. Peut-être effectivement on peut, si vous le souhaitez, hein, si quelqu'un souhaite qu'on regarde cette conclusion pragmatique et poétique à la fois. Merci beaucoup Denis. C'est sympa. Beaucoup de résonance hein, avec forcément ce que l'on tente de réaliser à notre niveau avec nos communautés opérationnelles, apprenantes et très opérationnelles. Ça va pour vous? Moi, il y a un truc qui m'inspire et que ça aurait pu être, et ça fera peut-être la jonction tout à l'heure avec le travail sur la raison d'être, mais ça aurait pu être notre raison d'être des communautés de la dogme, une expérience irréversible de coopération créative. Ça m'inspire. Ouais, ça c'est chouette. C'est pas moi qui l'ai inventé, cette expression. Moi, j'ai juste rajouté créatif. C'est Laurent Meursault, qui est un activiste, un passionné d'intelligence collective, et j'ai repris cette expression à mon compte. Et je le cite toujours Laurent parce que je respecte des bonnes idées. Et par contre, j'ai rajouté la dimension créative à son expression. Parce que je trouve que quand il y a de la créativité, il y a de l'esthétisme, il y a du plaisir, il y a quelque chose d'encore plus fort. Mais oui, c'est de vivre quelque chose de tellement fort que tu dis j'ai pas envie de revenir en arrière, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Tu veux la renoter, Benoît, si tu veux bien dans le chat. On va profiter bien sûr de toutes les questions et de toutes vos définitions de l'organisation apprenante en tout début d'intervention de Denis pour reprendre tout ça et en faire profiter les collègues. Peut-être qu'en guise de conclusion, chacun peut noter une question qui l'inspire dans ce temps de présentation. Ça peut être ça la conclusion de cette intervention. Si chacun veut mettre une question dans le chat, ça serait un cadeau qu'on s'offre mutuellement. Tout à fait. J'avais une remarque. Bonjour à tous. Oui, Marie. C'est Marie Beaucourt. Bonjour. Je suis arrivée un peu tard, donc ça a peut-être déjà été évoqué, mais j'ai écouté là, les 30 dernières minutes de votre intervention. Et il y a quelque chose qui m'a frappée dans ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, effectivement, la notion d'organisation apprenante et d'animation, d'accompagnement des communautés, pour moi, est
extrêmement lié, effectivement. Et je trouve, en fait, ça résonne beaucoup dans tout ce que on cherche, en fait, à faire évoluer en termes de culture managériale au sens large. Et trouve que les ponts sont extrêmement aisés entre ce que vous dites et ce qu'on attend du management aujourd'hui. Et ça me paraît extrêmement intéressant comme point de vue. Et voilà, et j'espère que ça résonne aussi auprès des managers animateurs qui sont présents, parce que voilà, moi je trouve que c'est très, très complet et que ça résonne beaucoup avec ce qu'on peut attendre demain de la vision, de ce qu'on attend du management. Merci pour ce témoignage. Alors, n'hésitez pas à mettre effectivement sur le chat, merci Denis, ce que vous retenez d'essentiel pour vous, ce qui vous a inspiré. Merci Pascal, merci Bernard. Je joue le jeu en vous mettant... il y a beaucoup de choses de mon côté qui m'ont inspiré forcément, mais là, je pense qu'avec votre rôle de manager animateur, la vision claire, l'objectif, votre volonté d'impliquer vos pairs, et de faire grossir la communauté, c'est vraiment complètement dans notre démarche avec ces réseaux de managers Orange Grand Nord-Est. On va faire une transition qui n'est pas neutre, et merci Denis pour ce lancement de journée. C'est qu'on va partager avec Regina et revenir dans le périmètre d'Orange pour parler d'organisation apprenante chez Orange. Alors Regina, je vais te laisser te présenter, tout le monde ne te connaît pas. J'ai eu l'occasion de parler de toi à plusieurs d'entre vous à plusieurs reprises, mais c'est la première fois qu'on t'accueille comme ça en collectif. Je suis vraiment ravi. Et peut-être juste pour lancer le propos, je pense que l'organisation apprenante fait partie d'Engage 2025. Bien sûr, Stéphane Richard l'a cité. Je vous quitte, je vous souhaite une belle journée. Denis, on te salue et on te retrouve prochainement. Je voulais avant que tu quittes te remercier aussi, Denis, pour ta présence. C'était inspirant comme Je toujours. t'embrasse, Regina. Au revoir. Moi aussi. Voilà. Au revoir à tous et à cet après-midi aussi pour ma part. Ça marche, on vous retrouve tout à l'heure, Jean-Michel. Oui. Merci, Christian. Et écoute, beaucoup de choses étaient dites avec Denis. Alors, deux petits mots de mon parcours chez Orange. Moi, je venais de Wanadoo. En fait, j'ai intégré la direction du management avec l'arrivée de Thierry Breton. Et dans l'équipe de Christian Guibert, et à l'époque, on avait la mission de passer d'une entreprise hiérarchique à une entreprise en réseau. Et on a mené l'étude culture. Bien, j'ai accompagné une partie de la transformation d'Orange sur la question managériale avant d'aller à l'international une dizaine d'années. J'ai travaillé aussi en tant que directrice de compétences à la DDSI avant de passer à l'étranger et travailler avec environ 20 pays partenaires sur un projet que j'ai créé qui s'appelait Capacity Building. C'est comment accompagner la transformation des opérateurs partenaires à l'étranger pour en profitant des standards et de l'expérience d'Orange. Et puis voilà, je suis retournée en France il y a 3-4 ans. Et voilà, j'ai intégré le Learning and Development, qui est encore chez nous, qui a une notion plutôt de formation plutôt que d'organisation apprenante. Et il y a beaucoup de différences enfin, entre les deux concepts, on en parlera. Mais voilà, je reste très... et puis, j'ai réintégré Sol, avec qui je travaillais depuis 2002 sur l'organisation apprenante. Alors voilà, c'est mon sujet un peu, l'organisation apprenante. Moi, ce que j'ai envie de dire sur le rôle du manager à Orange, en fait, j'ai vu toute cette évolution du rôle du manager chez Orange. À l'époque, effectivement, dans une organisation très pyramidale, le manager était la courroie de transmission entre le haut et le bas. C'était que ça. Aujourd'hui,
Ah bah, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe puisqu'on passe d'un modèle d'organisation alors où en fait, on exécutait, on planifiait, tout était contrôlé, le monde était différent. Et quand on avait un problème, on s'adressait au manager, on faisait des mises en œuvre, on faisait des plans, des buts, des modèles, enfin tout était un peu cadré. Merci Descartes, tout était maîtrisé, organisé, voilà, avec beaucoup de silos et une entreprise très verticalisée en fait. Et le rôle du manager à l'époque était très différent de ce que peut être aujourd'hui le rôle du manager dans un règne du chaos, puisqu'aujourd'hui, en fait, le monde qu'on affronte est dans une incertitude permanente et on est toujours face à du nouveau, à des problèmes. On n'a plus besoin, on ne sait plus planifier au préalable, on n'a plus de forme idéale, on doit créer, on doit risquer, on doit échouer, et puis on est dans une transformation continue et on doit s'adapter d'une façon permanente à un système qui bouge. Alors, quel est le rôle du manager, à mon sens, dans tout ça? Moi, j'ai un rôle bien, j'ai vu la présentation que m'a montré Christian avec, comment tu les as appelés Christian? Les 5 repères fédérateurs, c'est très bien. J'ajouterai une chose, pour moi, le manager aujourd'hui dans ces organisations, dans ce monde-là, dans ces écosystèmes-là, puisque aujourd'hui votre rôle est beaucoup plus large, je l'appellerai le manager est l'architecte du lien. Pourquoi j'utilise ces 2 mots, architecte du lien? L'architecte, d'abord, je reviens avec un peu d'histoire. J'ai combien de temps, Christian? Je vais aller très vite, mais pour maîtriser mon temps, dans mon Jusqu'à histoire. 10h20. 10h20, parfait. Alors, architecte, je reviens à la notion d'architecture à l'époque des cathédrales. L'architecte était l'ouvrier, en fait, et manageait toutes les loges en transverse. C'était pas quelqu'un qui concevait loin du réel, de la conception, c'était l'évêque qui donnait une idée un peu des cathédrales. À l'époque, quand on construisait les cathédrales, on construisait le monde. C'est comme les GAFAM aujourd'hui, c'était le monde de demain. Et alors l'évêque donnait une vision, l'église donnait une vision, on est dans les églises aujourd'hui, et l'architecte était un ouvrier peut-être un peu plus qualifié que les autres, mais qui ne connaissait pas tous les métiers. Et à côté de cet architecte, pour que cette œuvre collective réussisse, il y avait un métier, une personne qu'on appelait le parlier. Le parlier avait un rôle d'aller dans les loges et de parler avec les corps de métier et de coordonner avec eux et avec l'architecte. Alors, et l'architecte, effectivement, n'avait pas l'exclusivité de la conception, comme les ouvriers n'étaient pas des exécutants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien appeler le manager à Orange architecte, puisque le manager doit reprendre possession de la conception. Vous savez, nous sommes passés par des périodes de révolution industrielle, entre Taylor qui a parcellisé les tâches, on est passé par des tâches, l'ouvrier n'avait plus besoin de réfléchir et ceux qui réfléchissaient étaient en haut. Ford disait, dans l'époque de Fordisme, il ne faut pas que vous veniez avec votre tête, vos mains suffisent, pour vous dire comment on a coupé la tête des mains. Alors, on a dit qu'il y a une tête qui pense et des mains qui exécutent. Le manager, aujourd'hui, à Orange, c'est mon souhait, c'est ma vision, doit réparer aussi un peu cette notion, cette fracture, cette parcellisation, je parle mal le français aujourd'hui, cette parcellisation historique et rapprocher la conception de l'exécution, puisque c'est lui courroie aussi de transmission dans ce sens-là. Alors, pourquoi je dis que la conception doit être réconciliée et regroupée, enfin rejoindre l'exécution de nouveau, puisque
le monde, comme je vous ai dit en préalable, le monde est devenu très, très complexe et des têtes seules ne suffisent pas. Et nous, dans l'organisation apprenante, on pense qu'on apprend surtout par l'expérience et avant tout par l'expérience. La formation est nécessaire peut-être, mais il n'est pas, je veux dire, on n'est plus dans le monde de sachants et de moins sachants. Ceux qui savent, et on ne sait rien aujourd'hui du monde inédit qui se présente à nous, avec cette perturbation du temps et de l'espace dans les organisations, dans les entreprises, dans les nations, dans le monde. On est dans un monde inédit. Alors on a à inventer les organisations de demain, le monde de demain et la place de l'homme de demain avec toutes ces notions d'écologie aussi. Alors voilà pourquoi je l'appelle architecte et architecte de lien. C'est quoi l'architecte de lien? Et là, je reviens à l'évolution qu'on a vue chez Orange et dans toutes les entreprises. On n'est plus le lien entre le haut et le bas, on est le lien, on doit être l'architecte de lien de tout l'écosystème. Puisqu'aujourd'hui, on vit aussi dans un monde où la porosité est très importante, c'est-à-dire il n'y a plus de frontières entre le travail, le télétravail, entre la vie privée, la vie professionnelle, entre l'interne et l'externe, il n'y a plus d'interne et d'externe, entre l'écologie et l'économie, les frontières aussi s'effondrent, entre le consommateur, le citoyen, l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine, la machine, l'homme. On a un monde complexe qui se présente et le manager doit être au cœur de ces réflexions et au cœur de ce monde qui se défait. Je reviens à la notion de Zygmunt Bauman qui parlait des sociétés liquides. Il dit que le digital, en fait, crée leur sol, c'est-à-dire on a des sociétés liquides, tout le monde est connecté, mais personne n'est connecté en fait par le digital. Vous, votre responsabilité est double. D'abord, puisque vous êtes dans des organisations, alors vous êtes dans du concret, proche du terrain, mais vous êtes aussi sur des territoires. Et votre rôle aussi, c'est que les territoires ne soient pas liquéfiés aussi, c'est-à-dire qu'on ne perde pas le lien local. Et pour ramener les sociétés de sociétés liquides où le lien est très affaibli à des sociétés solides, les organisations liquides à des organisations solides, c'est un peu vous, la colonne vertébrale, le lien solide qui va tenir cette organisation en place. Et j'aime bien toujours pour apporter un plus à mon discours, expliquer le mot d'organisation. Selon l'étymologie, organisation veut dire quelque chose qui est apte à la vie. Alors, organisation, c'est le fait de mettre quelque chose en vie et en mouvement. Et ces liens vont permettre les liens que vous allez être l'architecte vont permettre de créer notre entreprise de demain et notre organisation de demain. Voilà un peu ma vision des choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à la demande de Christian, mais voilà, j'avais envie de vous partager cette vision. Merci Régina. Ce qui était très important, c'est qu'on puisse effectivement relier avec notre écosystème Orange, avec la manière dont on a évolué ces dernières années et la vision que tu nous apportes. On a une question de Vincent qui souhaiterait que tu reviennes sur organisation liquide-solide. Il nous reste 2 minutes. Bien sûr. Alors ça, en fait, c'est pas moi qui l'invente aussi. C'est un chercheur, un grand chercheur, et qui s'appelle Zygmunt Bauman, qui dit que, en fait, qui dit que le monde digital, et comme dit Friedman, est un monde aplati avec l'arrivée du digital, c'est-à-dire il n'y a plus de frontières. C'est un nouvel espace-monde qui se crée avec la révolution numérique. Et avec ce système monde qui se crée, enfin c'est tout ce qu'on vit autour de nous, la plupart des frontières commerciales, politiques deviennent floues, deviennent fluctuantes. C'est un tout bien sûr unifié, mais ce tout unifié produit l'inverse, c'est-à-dire des liens liquides, ce qu'il appelle
il dit que le digital a permis la connexion des hommes à l'échelle planétaire, mais en fait, il a liquéfié les liens au niveau géographique, social. Et vous savez que ce lieu géographique, vous voyez les nations, les territoires, ce sont des lieux de lien social et ces lieux de lien social sont bouleversés. Et on sait que l'attachement de l'individu à sa localité est clé. Mais aujourd'hui, il s'évanouit par cette liquéfaction, c'est ce que dit Zygmunt Bauman, et il dit pour qu'il y ait un retour un territoire solide en opposition alors au territoire liquide, il faut retravailler les liens au niveau local, entre citoyens, aujourd'hui, dans tous les cas, il y a une porosité importante entre citoyens, consommateurs. Vos clients sont aussi des citoyens, des salariés, des consommateurs. On est un tout aujourd'hui. Repenser tout ça. Dans tous les cas, moi, ce que je rajoute à ce que dit Zygmunt Bauman, c'est que moi, j'ai l'habitude de dire l'apprenance ne pousse pas dans les nuages, ni dans les clouds, encore moins. Et l'apprenance ne peut pas se faire dans un désert territorial, vous voyez, dans ce territoire liquide, comme aucune vie ne peut naître dans le vide, aucune compétence ne peut être créée dans un désert organisationnel. Votre rôle, c'est solidifier ces liens et ramener le lien géographique, enfin ramener le lien au sein de l'entreprise, au sein de votre équipe et l'équipe avec le client et le client avec l'écosystème territorial. C'est pour ça votre rôle aujourd'hui est beaucoup plus large que notre organisation. Dans tous les cas, moi, c'est la vision que je donne. Orange, dans son métier, participe à la création du monde de demain. Dans tous les cas, j'espère, avec la RSE, avec la vision qu'on porte sur le digital, avec la vision qu'on porte sur le citoyen, avec beaucoup de choses. Alors, c'est ça aussi votre rôle et c'est voilà, beaucoup plus large et beaucoup plus complexe qu'avant, à mon sens. Merci beaucoup, Régina. Ce sujet du lien, ça nous parle forcément et les parties prenantes aussi qui nous environnent, ça nous parle aussi beaucoup. On en parle beaucoup en ce moment, y compris Vincent et Hassan dans le cadre de nos réflexions sur le travail qu'on a fait récemment avec l'EDEC, je pense notamment à eux. Ou une deuxième illustration qui me vient aussi à t'écouter, Régina, c'est les échanges qu'on a pu avoir récemment avec Jean-Luc Haribo sur le territoire le périmètre de l'UI Est et qui nous disait que aujourd'hui, c'est pas que du management d'équipe qu'il nous faut développer, c'est du management de parties prenantes, collectivités, partenaires, et donc on a un écosystème complet à animer en tant qu'opérateur, que ce soit service ou réseau. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une nouvelle ouverture qui est devant nous. C'est ça. Donc tout ça, ce que l'on fait, voilà. Oui. Tout ce que l'on fait en interne aujourd'hui pour ouvrir la logique un peu des communautés et la prise en compte de nos parties prenantes, elle est valable par rapport à notre dynamique d'ouverture. Dynamique d'ouverture dont on va reparler tout à l'heure. Régina, merci beaucoup. On aura l'occasion très certainement de recroiser à nouveau ton chemin sur nos visions. Et voilà, et je sais que tu nous suis de près sur tout ce qu'on initie sur la région Nord-Est. Ça me nourrit aussi, j'ai besoin. Voilà. De ça. Voilà, merci beaucoup, merci à vous tous, échange. bon courage et bonne continuation.